Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui là pour parler un peu de plateformisation. Ravi d'être au premier France API, qui est la première fois qu'on a un événement organisé en France sur des thématiques franco-françaises. On va en parler un petit peu de la souveraineté numérique et de la souveraineté globalement. Donc on va parler de plateformisation ou des plateformes. Je ne vais pas parler des API, je ne vais pas parler de la connectivité, des GitHub, etc. parce que vous connaissez mieux que moi tout ça. On va parler un petit peu d'une vision historique de la plateformisation, la création de valeur et pourquoi il faut le faire. Globalement aujourd'hui, si je vous pose une question très simple, est-ce que vous savez quel est le premier acteur au monde qui était l'État plateforme? Quand vous pensez au plus loin que vous pensez, quand est-ce qu'on remonte la première fois qu'on a parlé de plateforme dans le monde? Non? Un essai? États-Unis? Non, non, non. C'est l'Empire romain. L'Empire romain, c'est le premier État plateforme. Pour plusieurs raisons, et j'ai oublié la zipette. Est-ce que je peux avoir la zipette, s'il vous plaît? L'Empire romain, en fait, c'est le premier État plateforme parce que c'est un empire qui a été créé il y a quelques siècles. Il était basé sur deux choses essentielles. La première, c'est l'extension de son territoire au-delà de l'Europe. Donc, c'est le premier État monde. La mondialisation a commencé par l'État romain. La deuxième chose, qui est hyper importante, c'est que l'État romain, il a parlé la première fois du réseau. Pas les réseaux de communication, pas les réseaux de communication, mais les réseaux terrestres et les réseaux marins. Vous savez, j'ai mis le chiffre ici, l'État romain a construit 400 000 km de routes. 400 000 km de routes à l'époque, c'est déjà extraordinaire. Sur les 400 000, 80 000 km sont pavés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut faire une autoroute, il faut passer par la mairie de Paris, l'État qui va valider un budget, qui va être reporté, et on voit bien les travaux à Paris, comment ça prend du temps. Donc cet État-là, l'Empire romain, a créé ce qu'on appelle la première économie de plateforme. Allô? En se basant à la fois pour un réseau terrestre et un réseau marin, parce qu'il a construit des ports, il a constitué un certain nombre de hubs, déjà à l'époque, qui sont à Tanger, à Marseille, en Sicile, en Crète, à Damas. Donc vous voyez bien qu'il a déjà commencé à construire ce qu'on fait à Amazon aujourd'hui, des hubs de localisation pour le transfert de marchandises, avec une connexion entre ces hubs-là, hubs marins et hubs terrestres. Ce premier État plateforme, il a deux conditions majeures. La première, c'est le Pax Romana, la paix romaine. C'était fait par la force, forcément, mais il y avait une paix, une sécurisation. Des routes maritimes et des routes terrestres. On parle aujourd'hui des hackers. Les hackers, à l'époque, c'était qui? C'était les pirates. C'était une sécurisation, une API sécurisée. L'API, c'était le hub, c'était le port. Donc cet État-là montre aujourd'hui qu'on est sur un dispositif historique qu'on n'a fait qu'évoluer grâce à la technologie pour arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui la plateformisation. Et je vais revenir à un certain moment sur la spécialisation des régions, parce qu'à l'époque romaine, l'or venait d'Égypte, l'huile d'olive venait du Maroc, le poisson séché venait de Gaule et le reste venait des Moyen-Orient. Donc il y avait déjà une spécialisation de marchandises et un hub de transfert. Quand on se projette un petit peu sur aujourd'hui ce que c'est une plateforme, on peut la définir par un modèle d'organisation. Une plateforme, c'est d'abord un mode d'organisation, un business plan. Ce n'est pas la techno. La techno, comme dit Steve Jobs, ne suffit pas à elle seule. C'est le mode d'organisation, un business model qui permet de dire je suis une plateforme parce que je suis ouverte, avec un réseau et une communauté, ce qu'on appelle l'effet network ou l'effet de réseau. C'est un effet de réseau qui fait que les plateformes qu'on a aujourd'hui, les Twitter, les Amazon, etc., c'est le réseau qui fait marcher une plateforme. On a aussi une base technologique. Une base technologique, c'est les API, on en parle aujourd'hui, c'est la plateforme d'échange, c'est ce qu'on avait les ports avant, les bateaux, les réseaux routiers, qui permettent d'échanger les biens et les services. Ce sont aussi des données, c'est important. Les données, c'est quoi? C'est tout ce qu'on met en partage avec une plateforme qui permettrait justement de partager un certain niveau de connaissance des clients, de ses besoins et de ses aspirations pour pouvoir y répondre. Et on arrive à une marketplace. Une marketplace, en anglais, malheureusement, c'est une place de marché. La traduction est un peu pas terrible en français, mais en tout cas, c'est une place d'échange de l'offre et de la demande qui permettrait d'échanger un certain nombre de besoins, en tout cas rencontrer des distributeurs et des producteurs. Et un système ouvert sur l'écosystème, pourquoi il faut qu'il soit ouvert? Parce que quand on parle de plateforme, il faut accepter de proposer des produits, mais aussi d'en recevoir. Quand on a une plateforme qui est ouverte, on accepte aussi d'être ouvert à la concurrence, d'accepter que notre offre n'est pas complète, d'aller chercher une offre chez les voisins, chez les tiers, et c'est comme ça qu'on est en train de créer un écosystème de plateformisation. Quand on regarde aujourd'hui les modèles de plateforme qui existent, ils sont divers et variés. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle marketplace de marché que vous connaissez comme Amazon. On a des plateformes d'interaction comme Facebook et PayPal.
On a des interactions avec ce qu'on appelle la distribution de contenu comme Google et des plateformes d'échange de données ou d'échange de crowdsourcing comme YouTube et Help. Ces différentes plateformes, elles ont un point en commun, qui n'est pas forcément la technologie, parce que la technologie en plateforme, c'est une commodité. En fait, les API, on en fait, bon, avant c'était le web service, avant c'était encore autre chose. Aujourd'hui, on est en train de développer un système qui est basé sur le réseau. Il faut retenir ça. Le réseau, c'est pas important. Quand on n'a pas de réseau, on ne crée pas de plateforme. Uber, par exemple, que vous connaissez, on va avoir le temps d'en parler. Uber, quand elle interagit avec une action ou bien veut intervenir sur une site ou une ville, elle cherche d'abord quoi? Elle cherche un réseau de taxis. Il faut avoir un taxi. Et qu'est-ce qu'il cherche aussi? La demande. Et tant que la concordance entre le réseau de taxis et la demande n'est pas 80%, le service n'est pas ouvert. Parce qu'il considère qu'au-delà de 80%, on ne peut pas ouvrir un service avec un réseau. Donc Uber, aujourd'hui, il a une stratégie. À partir de rencontre 80% du besoin et 80% de disponible l'offre, on ouvre le service. Sinon, on ne l'ouvre pas parce qu'on ne crée pas l'effet réseau qui permet de développer le service et les business cases. Donc aujourd'hui, ces différents modèles de plateforme, on va revenir à ce slide-là après, permettraient de dire où est-ce qu'on se positionne. C'est-à-dire que par exemple, on se positionne. Quand on est devant, le premier, qu'on dit les premiers raflent tout, hein, les winners take all en anglais. Donc quand on est devant, les autres qui arrivent, ils prennent un petit peu ce qui reste dans le marché. Puisque quand on fait un effet réseau, quand on est connecté, on a tous des Apple, etc. Quand on est sur un modèle d'organisation avec un produit, c'est très compliqué de sortir. Hein. Les barrières à la sortie sont très compliquées. Ce qui fait que le premier, quand il reste un marché comme ça, ils arrivent à prendre la majorité du marché. Et les restes, quand ils vont rentrer dans le marché, ben, il faut se contenter un petit peu des miettes et parfois se contenter d'un produit périphérique. Donc, comment on caractérise une plateformisation? Une plateforme, d'abord, on a dit qu'elle est ouverte, pour la simple raison qu'il faut accepter d'avoir un système d'open API ouverte, une open donnée, etc., qui permettrait d'échanger un certain nombre de données, de services et de participation. Et un service, parfois, avec un produit de référence. Ça peut être un produit de référence, hein, ce n'est pas le marketplace. Elle est participative, parce qu'elle est ouverte sur l'écosystème. C'est-à-dire on accepte aussi de travailler avec des fintechs, des startups, qui permettraient de développer un certain nombre de produits et qui permettraient de les pousser en devant de la scène pour compléter l'offre qu'on veut. On va avoir des exemples pratiques. Elle est basée sur l'intermédiation. Donc, j'ai dit aujourd'hui qu'un certain nombre de plateformes ne font que rencontrer l'offre et la demande. Hein. Airbnb, qui a créé le plus grand réseau au monde de locaux, d'habitation sur l'habitant, n'a jamais construit un hôtel. Facebook ne gère pas de contenu. Ils font juste rencontrer l'offre et la demande. C'est des intermédiations, c'est un modèle dont on va parler tout à l'heure qui permet de rencontrer l'offre et la demande. Ils ont très peu d'actifs, on l'a dit. Hein. Ils ne possèdent rien, à part la techno. Tout ça, ça ne leur appartient pas. Ça appartient aux autres. Et ils disposent d'une infrastructure d'échange propriétaire. Aujourd'hui, quand on va par exemple Amazon, on passe par le service IT Amazon, on ne passe pas par un autre intermédiaire. Leur valeur ajoutée, elle est basée sur l'IT, mais l'IT, c'est que la couche qu'on ne voit pas, la couche haute qui est la couche business, c'est celle qui apporte de la valeur. Rapidement, quand on fait un petit peu le tour d'horizon sur le marché aujourd'hui, comme il est constitué, hein, j'ai pris hier soir justement, c'est tout récent, la dernière capitalisation boursière 2023 des grandes boîtes aujourd'hui dans le monde. On voit bien là où il y a une étoile, c'est là où il y a des plateformes. On voit bien qu'il y a une dépossession des plateformes, c'est-à-dire les plateformes d'intermédiation de services, des entreprises traditionnelles de construction, pétrolière, etc., qui restent un petit peu en haut du pavé parce qu'ils créent pas mal de business, mais en fait, ils sont en train de les dépasser. Toute la capitalisation boursière aujourd'hui dans le monde, elle est basée sur les plateformes. On ne voit pas Alibaba, hein, parce qu'ils ne sont pas cotés. Alibaba, il est dans ce palmarès-là. Et plus on avance, plus on devient des entreprises plateformes qui permettraient de gérer de la valeur intrinsèque avec ce qu'on a comme produits et services, mais surtout d'aller chercher des produits par ailleurs. On crée de la valeur dans la communauté. Aujourd'hui, un écosystème de plateformisation, sa valeur n'est pas la somme des valeurs individuelles de chaque entreprise verticale. Sa valeur intrinsèque, c'est la collective qui fait la valeur. Ce n'est pas en sommant 1 plus 2 plus 3 plus 4 qu'on crée la valeur, c'est parce qu'on a créé un effet de réseau, un effet de valorisation de l'actif qui permet d'aller plus loin et d'aller créer de la valeur pour le client d'abord, il ne faut pas l'oublier, et après pour l'entreprise qui ont fait la demande. Donc on a 5 modèles globalement, et après on verra pourquoi il faut choisir, sur lesquels il faut se positionner aujourd'hui dans le marché de la plateformisation. Le premier, c'est la commission, ce qu'on a dit PayPal, et prend que des commissions. Il ne s'intéresse pas aux produits, il ne s'intéresse pas aux services, c'est le paiement. Le deuxième, c'est l'abonnement, c'est le modèle Netflix. On s'abonne, on paie, c'est le royalty, c'est l'abonnement, et après, il crée un truc qui est intermédiaire, et commence à créer des films aujourd'hui, mais il crée des films aussi pour leurs clients, parce qu'il y a un besoin. En fait, il faut rencontrer une demande de clients avec une production locale, tout en produisant, en poussant des productions qui ne sont pas Netflix. Hein. Vous avez tous Netflix, vous voyez bien qu'ils sortent encore Commando, les 12 salopards, tous les anciens films qu'on a vus quand on était jeune, et qui continuent à être vendus, à créer de la valeur par rapport à ça. Après, la publicité,
qui est encore aujourd'hui quand même dans le haut du pavé. Facebook aujourd'hui ne crée pas de contenu, fait que de la publicité, et ce qui fait aujourd'hui leur valeur ajoutée. Et le service, Uber, c'est l'exemple primordial qu'on ne peut pas dépasser. Et après, j'ai mis en bas de la slide la technologie, qui est les systèmes d'exploitation, qui sont des barrières à l'entrée quand même. Aujourd'hui, il faut le dire les choses. Quand on est sur une technologie quelle qu'elle soit, on crée une barrière à l'entrée pour pouvoir faire autre chose. Maintenant, ces barrières à l'entrée ne sont pas des critères comment on dit, de fail business, c'est des critères qui permettent aujourd'hui de faire l'opérabilité ou l'interopérabilité. On en parle dans les API aujourd'hui. Tu ne peux pas créer une plateforme d'APIisation ou APIisée de service sans qu'elle soit interopérable avec les autres du marché. Sinon, on est sur un mode fermé et on va finir comme Nokia, fermé sur nous-mêmes, on ne va pas avancer. Donc aujourd'hui, c'est un peu les exemples de plateformes qui existent dans le monde et qui permettraient d'émerger un certain nombre de modèles et qui permettraient d'avancer plus loin pour qu'on puisse se positionner dans ce dispositif-là en fonction du secteur où on se positionne. Et là, je vous ai fait, un peu quand je suis dans la banque et donc j'ai rien à vendre, je vous présente le modèle de la plateforme de demain. La banque de demain, c'est une banque plateforme, où elle ne le sera pas. C'est obligatoire. Pour deux raisons principales, je vais faire deux schémas de manière très différente. Le premier, il montre un petit peu la vision qu'on a du client. C'est d'abord le client. Il ne faut jamais oublier qu'une plateforme, elle sert le client. Amazon, Netflix, quand ils ont créé, c'est pour servir un client. Ils ont cherché un besoin. Ils n'ont pas cherché à concurrencer quelqu'un. Ils n'ont pas cherché à copier quelqu'un. Ils n'ont pas cherché à créer quelque chose qui n'existe pas. Ils ont dit, j'ai un besoin, je vais y répondre et comment je vais y répondre. Le deuxième point, le plus important pour moi, c'est je vais faire dans l'ordre de la roue, mais je reviendrai dans l'ordre, c'est l'organisation. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on est en mode plateforme si on ne bouge pas quelque chose. On ne peut pas passer d'une boîte qui était en mode siloté, hiérarchique, plate, à une organisation plateforme sans avoir bougé quelque chose. L'agile à l'échelle, les commodités, l'APIisation, tout ça fait en sorte que l'organisation, elle a bougé pour répondre à un besoin. On ne peut pas répondre à un besoin d'aujourd'hui avec les recettes d'hier. Forcément, il y a quelque chose qui a bougé. Et quand on bouge une organisation, on touche la culture. Et c'est hyper important. La culture, c'est une culture de service, c'est une culture de passage d'un mode de produit à un mode service, à un mode client. Aujourd'hui, il y a pas mal d'organisations, je ne vais pas les citer ici, qui sont toujours organisées sur le produit. C'est le produit qui drive. Aujourd'hui, non, c'est le service, c'est le client. Quand on n'est pas orienté client-centrique, quand on est service-centrique, on a perdu quelque chose parce que la plateforme aujourd'hui ne parle que du service. Moi, aujourd'hui, chacun d'entre nous, on est très infidèle aux marques. On n'est plus fidèle comme avant. Moi, mes parents aujourd'hui, quand ils achetaient des chaussures Adidas, c'était pour la vie. Moi, c'est fini. Mes enfants, moi, en fait, on cherche la chaussure la plus adaptée, la plus en mode, etc. C'est l'effet réseau qui fait aujourd'hui. L'entreprise, je ne sais pas quelle est votre ancienneté. Aujourd'hui, le modèle japonais, on passe sa vie dans la même entreprise, c'est presque fini. On change parce qu'on n'est plus connecté à la valeur du travail tel qu'on le veut, on est connecté à des valeurs d'usage, à des valeurs d'appropriation, d'identification, ce qui fait que ça change et tout ça fait que la culture va bouger. Alors, c'est pour ça que j'ai mis en troisième lieu la stratégie IT. La stratégie IT doit être une réponse. Faire l'IT pour l'IT, ce n'est pas intéressant. Nous qui sommes informaticiens, qui sommes dans le domaine de l'IT, moi, ça ne m'intéresse pas de créer, faire aller dans le cloud, faire des API, etc., juste pour le plaisir, parce que ça me fait plaisir aussi. Je le fais le soir parfois pour déchiffrer des chiffres romains. Mais globalement, quand on fait une solution, le vrai bénéfice qu'on a, c'est quand elle est utilisée. Donc pour qu'elle soit utilisée, il faut que le besoin vienne du métier. Alors aujourd'hui, malheureusement, plus on avance, plus on fait de l'IT pour l'IT, et ce n'est pas une raison pour ne pas le faire, mais en fait, c'est une raison pour anticiper des besoins, anticiper une stratégie qui soit connectée à l'IT. Tout à l'heure, on a parlé des présentations qu'il faut des binômes IT-métier. On est plein dedans, c'est business et business d'abord, plus l'IT ensuite. Et en dernier lieu, peut-être le premier, c'est les talents. On a parlé de culture d'organisation, mais aujourd'hui, les talents d'aujourd'hui ne sont pas les talents d'hier. Et ces talents-là, voilà, c'est aussi des clients, c'est-à-dire nos collaborateurs, nos familles, nos enfants. C'est des premiums, c'est des générations Y, générations Z, qui sont plutôt dans l'instantanéité, qui sont déjà dans des sujets de travail qui sont différents des autres. Ces talents-là, il faut les motiver, il faut les garder, il faut les orienter, et c'est nos premiers clients. Les clients, on les a déjà dans la boîte, et parfois on l'oublie, on cherche un petit peu des retours de marché, alors que les clients, on l'a toujours. On a des gens qui ont en alternance, qui sont très jeunes, des gens qui ont 20 ans, 23 ans, 24 ans. Et ces gens-là, quand on voit un petit peu le taux de départ dans les entreprises des jeunes, ça pose une question sur la fidélisation des jeunes. Je ne dis pas qu'ils vont rester leur vie, mais au moins 4-5 ans pour qu'ils puissent s'adapter à un dispositif. Donc culture et talent sont très liés. Aujourd'hui, c'est une des bases qu'on en parle rarement aujourd'hui dans l'entreprise de plateforme. C'est que demain, pour qu'on puisse avancer vers un client-service, il faut que les clients, les talents soient chez nous adaptés. Et en fait, on a un modèle ici globalement d'open banking qui est une instantiation de ce qui est une plateforme.
C'est un modèle que j'ai repris, que j'ai adapté et qui est plutôt propriétaire dans le sens où ça donne une vision de ce qu'est plateforme bancaire. Donc ce que je commençais par schématiser ici, c'est tout ce qui est technologique, c'est qu'autour de la plateforme, que ce soit banque, plateforme, à service, marketplace, il y a un certain nombre de dispositifs autour qui sont l'application, la gateway, le catalogue d'API, etc., qui sont l'infrastructure. Mais derrière, il faut aller un petit peu décaler vers la droite. On voit bien qu'il peut servir à la fois des individus, des entreprises, des gouvernements et des providers. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on fait un truc très simple. Je suis un client lambda. Je vais acheter un appartement, je sais pas, on est 12e arrondissement. Au 12e arrondissement, j'ai une application qui va me dire, voilà, les derniers appartements, 3 pièces, disponibles dans le quartier. Cette application, si on a de la chance qu'elle soit sponsorisée par une banque, en tout cas ma banque, elle va faire, écoutez, on va vous pousser un push-in sur les appartements disponibles. Donc j'ai un premier contact. Donc immobilier, avec une application qui n'est pas dans la banque, avec un conseiller bancaire qui va vous appeler. Rendez-vous physique ou rendez-vous digital. On va s'installer avec notre ami le banquier et on va lui proposer un crédit immobilier à notre client. Ce crédit immobilier peut être par la banque, mais le client peut dire, tiens, j'aimerais bien avoir l'assurance par ailleurs. Donc on va chercher une autre application qui gère l'assurance. Deuxième application, troisième application. Une fois qu'on a l'assurance, plus la banque, plus l'appartement, en tout cas, il y a des travaux à prévoir. Donc on peut prévoir un certain nombre de providers externes sur lesquels on peut travailler sur des vendeurs de piscines, je sais pas, des vendeurs des ouvriers de travaux de peinture. Et on a fait ce qu'on appelle la plateforme. Déjà, on a commencé à connecter notre client avec un assureur. On l'a connecté avec des ouvriers du bâtiment, on l'a connecté avec une agence immobilière, on l'a connecté avec une assurance dégâts, on l'a connecté avec la propriété, on a créé la plateforme bancaire sans le dire en fait aujourd'hui. On le fait déjà, c'est juste qu'on ne donne pas ce nom, on ne le nomme pas. Cette plateforme bancaire aujourd'hui, elle commence à exister. Et quand on arrive à dire à nos clients, tiens, pour ton crédit immobilier, on vous propose un dispositif très différent qui vous permettrait aussi de bénéficier, je ne sais pas moi, des décoratrices d'intérieur, etc. On peut le connecter avec un autre marketplace de décorateurs qu'on peut choisir nous-mêmes, comme on peut aussi venir avec un abonnement, et on commence à créer ce qu'on appelle le service à la demande. Et le client aujourd'hui, quand il va arriver dans une banque, c'est un intermédiaire de service. Donc on va le connecter avec tous ces acteurs-là, tout en lui offrant un crédit immobilier, ce qui est le cœur business de la banque. Vous voyez comment, en vendant un cœur business qui est un crédit immobilier, on arrive à vendre pas mal de services, pas mal de sujets autour, on a créé de la valeur pour l'écosystème, on a créé de la valeur pour la banque, et surtout on a servi le client. Et donc, pour terminer cette taux d'horizon sur la plateforme, il n'y a pas trop le choix en fait. Il n'y a pas trop le choix. Il y a 3 cas de figure qui sont là. Tu as le modèle Castor. Je construis autour de moi, je reste un peu dans mon place, je ne m'ouvre pas à l'extérieur, je reste un petit peu sur mon produit, je vends que mon produit, rien que mon produit et tout mon produit. Et tu as un dispositif de follower, je vais suivre les autres. C'est ce que font la plupart du temps. Donc il ne faut pas oublier qu'on est quand même, je parlais des Romains tout à l'heure. Vous vous rappelez Astérix Obélix? On est tous quelqu'un d'entre nous, on est Astérix Obélix. Le village gaulois, fermé, isolé, même si c'était pour l'indépendance, on est resté un peu gaulois dans l'âme, on ne veut pas s'ouvrir, mais il faut s'ouvrir. C'est les meilleurs BD de Astérix Obélix que j'ai lus, c'est celui quand il part en Égypte, quand il part ailleurs, quand il bouge, qui vole le monde, c'est là où c'était plus intéressant. Et en fait, on a le leader, celui qui crée le futur, en fait, celui qui est devant. Et celui qui est devant, en fait, il le restera longtemps parce qu'il a ouvert la voie aux autres, parce qu'il a permis de prendre des risques, il a permis d'aller voir son marché au-delà de la frontière franco-française. Peut-être c'est l'Europe, peut-être c'est le monde. Aujourd'hui, on ne peut plus penser que franco-français. On ne peut plus rester qu'en Europe. Il faut aller ailleurs. Amazon aurait été resté aux États-Unis, il ne serait pas devenu Amazon. Apple serait resté là-bas, il ne serait pas resté Apple. Airbnb, pareil. Alibaba. Toutes ces boîtes-là, ils font leur chiffre d'affaires, leur valeur ajoutée à l'international. Ce n'est plus la France qui est aujourd'hui le seul hub de création de valeur. Ça m'ouvre un autre sujet. Ce n'est pas parce que je dis qu'il ne faut pas le faire qu'en France, qu'on n'est pas attaché à notre culture française, etc. C'est très bien. Les Romains, en ayant partout, ils ont exporté leur culture, leur savoir-faire, leur manière de faire l'architecture, la cuisine, tous ces leurs droits, parce qu'il faut croire aujourd'hui qu'un certain nombre de règles de droit datent encore de l'époque romaine. Donc tout ça fait aujourd'hui qu'on peut aussi être ouvert en transportant un modèle qui est le nôtre, tout en veillant à une souveraineté numérique, on en parle souvent, mais dans la pratique, c'est un peu compliqué de la mettre en place, parce qu'on n'investit pas assez, parce qu'on n'est pas là, on n'est pas avec ceux qui créent le futur, on n'est pas devant, on n'est pas en train de prendre des risques, on n'est pas en train de le devant, et si on ne fait pas ça aujourd'hui, dans quelques années, on ne sera plus une plateforme, on sera juste consommateur, ce qui serait dommage. Merci pour votre attention. Et si vous avez dit...